Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va enchaîner par notre travail par tout ce qui concerne la chaîne d'énergie. Alors, comme vous savez, on peut modéliser un système technique en général par deux chaînes de fonctions, une chaîne d'information qui s'occupe de toutes les informations issues du système et une chaîne d'énergie qui s'occupe de tout ce qui est traitement d'énergie. Donc, pour agir sur la matière d'œuvre, pour la former, pour la transformer, pour lui donner, pour pousser, pour charger, élever, etc., il faut de l'énergie. Cette énergie, elle ne va pas être directement appliquée à la charge, mais il subira des transformations et des étapes nécessaires et logiques. Donc, comme vous savez, ces chaînes et cette suite de fonctions, elle est comme la suivante: alimenter, distribuer, convertir, adapter et agir sur la matière d'œuvre. Donc, alimenter, il faut une source d'alimentation. Distribuer, parce que cette alimentation, il ne va pas attaquer directement le convertisseur, comme le moteur par exemple, mais il faut lui donner l'ordre de distribuer cette énergie ou non. Après, une fois l'énergie arrive au convertisseur, il convertit cette énergie. Par exemple, un moteur, il reçoit une énergie électrique, il la transforme en énergie mécanique. Or, cette énergie mécanique, elle est toujours en rotation. C'est un mouvement de rotation. Mais souvent, on n'a pas besoin de la rotation, on a besoin d'une translation, par exemple. Ou, par exemple, la vitesse est très grande du moteur, il faut la réduire. Donc, il faut adapter cette énergie donc, par la fonction transmettre, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on va attaquer la fonction alimenter. Généralement, les sources d'alimentation qu'on a généralement dans le système qu'on va étudier, c'est l'énergie électrique, l'énergie pneumatique et l'énergie hydraulique. Donc, c'est ce que nous allons étudier d'une façon résumée, bien sûr. Bien, commençons par l'énergie électrique. Concernant cette énergie, donc, c'est l'énergie la plus répandue et c'est une énergie inégalée, pour moi, c'est une bénédiction que nous ayons cette énergie parce que vraiment, il résout beaucoup de problèmes et elle est partout. Bien, alors, l'énergie est souvent distribuée sous forme triphasée. Donc, il y a des centrales thermiques, des centrales hydrauliques, des centrales nucléaires qui nous distribuent cette énergie. On ne va pas rentrer dans ces détails. Ces détails sont dans le cours. Là, on va directement de ce qu'on va utiliser. Donc, il faut utiliser le réseau triphasé. Ces centrales, tels qu'ils sont, fournissent généralement du réseau triphasé. Le réseau triphasé, pourquoi? Parce que c'est le mieux approprié pour bien distribuer l'énergie lointaine. Par exemple, la source d'énergie peut se trouver à des centaines de kilomètres. Donc, pour la distribuer à centaines de kilomètres, il y aura beaucoup de pertes. Avec le réseau triphasé, on a moins de pertes, on a beaucoup de bénéfices. Voilà. C'est quoi le réseau triphasé? Donc, nous avons, quand vous avez chez vous le réseau monophasé, comme ça, par exemple, chez nous, on a tous le réseau monophasé. Nous avons le 230, par exemple, le volt, avec lequel on alimente la télévision, le réfrigérateur, les appareils, les PC, etc. Vous connaissez bien ça. Les lampes. Donc, c'est un réseau monophasé. Donc, on a deux phases. Deux phases. Un phase et une neutre. Un phase et un neutre. Mais normalement, l'énergie est distribuée sous forme triphasée parce qu'il y a des machines qui travaillent en triphasé. Et même nous, on reçoit des triphasés, mais on reçoit uniquement une phase. Lorsque vous avez à côté de vous le transformateur qui est dans le quartier, un grand transformateur et un petit comment dirais-je, local, où il est spécifique à la RADIF, donc où il y a un grand transformateur qui est distribué à tout le quartier. Ce transformateur reçoit du triphasé. Et après, nous, on reçoit uniquement une phase par rapport à un autre. Un quartier reçoit, une rue reçoit ça, une autre rue reçoit ça, etc. Bref, pour le triphasé, généralement, c'est pour l'industrie. Bien alors, c'est quoi le triphasé? Trois tensions sinusoïdales, tout simplement. L'une est décalée par rapport à l'autre dans le temps de 2π/3. Donc, vous connaissez très bien la tension sinusoïdale, A, sinus oméga t, vous savez le tracé, etc. Là, vous imaginez qu'il y a trois sinusoïdes, les vertes par exemple, voilà. Voilà la deuxième qui est décalée, et voilà la troisième qui est décalée. 2π/3, 4π/3, etc.
Donc, ce décalage, c'est lui qui crée le bénéfice dans le transport de l'énergie. Mieux que ça, il y a des machines qui ne travaillent qu'avec le triphasé. Donc, le triphasé, c'est très important. Comme le moteur asynchrone. Bien, donc, on distingue la tension simple qui est entre phase et neutre. Nous avons 3 phases et un neutre. Phase neutre, phase neutre, phase neutre, ça s'appelle les tensions, ce sont des tensions simples. Et les tensions entre phases, ils ne sont pas simples parce que les tensions simples, ils ont toujours un point commun. V3 par rapport à N, V2 par rapport à N, V1 par rapport à N. Tandis que les tensions composées, toujours ça change. Ça par rapport à ça, ça par rapport à ça et ça par rapport à ça. Donc, c'est toujours 2 phases. La relation qu'il faut retenir, donc, entre les valeurs efficaces, bien sûr, les valeurs efficaces, donc on verra ce qu'est une valeur efficace. Entre les valeurs efficaces des 2 tensions monophasées simples et composées, c'est U, tension efficace de tension composée, est égal à V racine 3. Il faut retenir tout simplement. Si j'ai ici 230, ce que nous avons dans la maison, entre phase et neutre, 130, et bien entre phase, 230 racine 3, ce qui donne 400 volts. Et ça, ce n'est que la valeur efficace. Pour trouver la valeur maximale de chacune de V et U, il faut multiplier par racine de 2. Vous connaissez ça, donc la valeur efficace d'un courant sinusoïdal, c'est V efficace est égal, je vais l'écrire, donc il faut la retenir aussi, ça. V efficace d'un signal sinusoïdal est égal à V max divisé par racine de 2. Ou le contraire, V max est égal à V efficace fois racine de 2. Voilà. Tout ce qu'il faut savoir sur... par exemple, l'année dernière, on leur a demandé qu'est-ce qu'indique le voltmètre. Qu'est-ce qu'il indique le voltmètre ici? Qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer la tension entre phases. Or, eux, ils leur ont donné qu'entre phases, il y aura 400 volts. Il est donné dans les données. Donc, le voltmètre indiquera 400 volts. Parce qu'un voltmètre, n'oublie pas, il mesure la valeur efficace. Je vais le dire après dans ce résumé. Bien, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, on va passer rapidement sur le grandeur électrique. Donc, la valeur moyenne, vous connaissez tout ça dans la physique et dans les maths. La valeur moyenne, c'est la valeur moyenne d'un signal, comme l'indique son nom. Donc, pendant un certain temps T, voilà, ici, pas jusqu'ici, je mesure la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est quoi? C'est, je mesure, si je prends une unité de temps très petite, je mesure cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus ainsi de suite, plus, jusqu'à sur comment dire, le nombre des échantillons. C'est la valeur moyenne, comme la valeur moyenne des notes. Vous mesurez vous comptez les notes à la note de la 3 et vous devez diviser par le nombre de notes. Là, la même chose ici, donc on a infiniment petit, donc si on tend vers 0, l'échantillon, on arrivera aussi à une somme, un calcul d'intégrale, donc et ça revient sur T0, T, IT, DT. Vous connaissez très bien la valeur moyenne d'une fonction quelconque. Donc, la valeur moyenne, voilà, il faut noter pour que la valeur moyenne pour un signal carré, il faut la retenir, ça c'est très bien. Donc, on fait la même chose à l'intégrale de cette petite fonction. On va trouver cette fonction généralisée là, voilà. Si j'ai un signal carré comme ça qui a une certaine durée ici de niveau 1, ou du niveau O, là où la tension est positive, où la tension existe, ce temps est égal à alpha t, et ce temps, donc, et ce temps, le temps kullu hada, c'est t. Donc, si je mesure la valeur moyenne en fonction de alpha, je vais trouver que U moyenne est égal à alpha avec E, ça, la tension maximale. Ici, en l'occurrence, c'est égal à 5 volts. Donc, on peut dire alpha est égal à 5 volts. Donc, si alpha est égal à 0,5, ça veut dire je suis au moitié comme ici. Eh bien, la valeur moyenne sera E sur 2. Si je suis ici, par exemple, 75%, donc alpha sera égal à 0,75. Donc, 0,75 fois E fois 5, ça donne ce que ça donne. Bien. La valeur efficace, c'est il a un terme un peu plus compliqué. D'accord? La valeur efficace, donc, c'est un terme un peu plus compliqué, donc on peut le discuter, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le contexte n'est pas le. Ici, nous sommes dans un résumé, ça prend du temps. Donc, vous pouvez lire ça, c'est déjà intéressant. Bref, pour un signal sud-est, ce qu'il faut retenir, courant ou tension. Ici, on a pris le courant. La valeur efficace est égale à
la valeur maximale sur racine de 2. Pourquoi la valeur efficace? Parce qu'un signe sinusoïdal, c'est comme ça. Si je te demande, décris-moi ce signal, tu vas me dire un signe sinusoïdal. Ben, tu ne peux pas me donner une valeur parce que tout le temps, il change. Ce n'est pas comme ça. Une tension continue, la pile 1,5 volts. La pile que vous mettez dans la télécommande de la télévision, je ne sais pas de quoi. Donc, il est de 1,5 volts. Donc, la pile un peu plus grande, je ne sais pas que vous mettez dans un système un peu plus costaud, donc c'est 9 volts. 9 volts. Ça, c'est la petite pile que nous utilisons dans la télécommande, etc. C'est 1,5 volts. C'est 1,5 volts tout le temps. Et ça, c'est 9 volts tout le temps. Si je dis 9 volts, on comprend bien ce que ça veut dire 9 volts. Il est égal à 9 volts tout le temps. Continue. D'accord? Tandis que sinusoïdal, je dis, c'est quoi ce courant? Ben, ce courant varie. Tu ne vas pas me donner sa valeur, comment dire, sa fonction mathématique, Vm sinus oméga t. Donc, on va dire, on s'est mis d'accord, les gens, les spécialistes, ils se mettent d'accord pour donner une valeur un peu spécifique. C'est la valeur efficace. Cette valeur efficace, ça peut être égale à Vmax sur racine de 2. Bien sûr, il faut donner aussi la fréquence. À partir de ces deux termes, je peux trouver ma fonction. V est égale à Vmax, élimine ça, V efficace. Il va nous donner seulement V efficace. Par exemple, 230 volts. 230 volts, donc 230 volts, 50 Hz. Ça veut dire quoi? La fonction instantanée, à chaque point, je peux trouver, si je veux le dessiner. C'est égal à 230 fois racine de 2 pour trouver la valeur maximale, sinus oméga t, qui est égal à tout ça, d'accord? Sinus de pi f t. D'accord? Avec 2 pi f est égal à oméga. Vous connaissez très bien ça. Et donc, il tient la fréquence. Donc, la fréquence, qu'est-ce qu'elle va me donner? Comment il évolue rapidement ou lentement? D'accord? Voilà, donc. Et un voltmètre en position alternative, comme vous le voyez ici, V alternative, il mesure la valeur efficace et non pas la valeur maximale. Pour trouver la valeur maximale, il faut multiplier par racine de 2. Pour trouver la valeur instantanée, il faut tracer la fonction dans le temps, sinus oméga t depuis ft, etc. Bien, passons ça, ce qu'il faut retenir, c'est la valeur efficace, comment la mesurer, la tension entre phases, la tension entre, comment dirais-je, entre phase et neutre, tension simple, tension composée. Voilà. Voilà, on mesure un courant avec un voltmètre, un ampèremètre qui se branche en série. On mesure une tension avec un voltmètre qui se branche en parallèle de ce qu'on veut mesurer. Ça, vous le connaissez, les dipôles, la convention récepteur, sens du courant, sens des tensions sont différents. Convention générateur, sens du courant et sens de tension sont les mêmes. Donc, vous connaissez ça aussi dans la physique. Ben, la loi d'Ohm fondamentale U est égale à RI. Donc, un circuit ayant une résistance R, la relation qui lie le courant et la tension, c'est U est égal à RI. Donc, pour les résistances, les résistances en série, c'est la somme en parallèle, c'est par cette fonction R1 fois R2, R1 fois R2 sur R1 plus R2. Quoi encore? Le diviseur de tension, c'est un petit montage comme ça. Donc, si je veux mesurer cette tension, calculer cette tension, je la calcule en fonction de U total. Donc, Vs est égal à I total fois R2 sur R1 plus R2. Puisque ça, c'est fixe, donc on peut dire que c'est K fois U. Donc, c'est une portion de U. Et puisque R2 sur R1 est inférieur à 1, donc on a pris qu'une portion de U. Donc, on a divisé la tension, diviseur de tension, par le rapport entre R1 et R2. Ben, je passe le diviseur de courant, la puissance, vous la connaissez aussi, c'est la puissance dans un circuit électrique si le courant fois la tension. On ne peut pas rester sur ça parce que ce sont des définitions fondamentales, basiques, et vous les manipulez largement en physique. En sciences de l'ingénieur, donc, quand le programme était complet, dans les années précédentes, il y aura toujours un calcul de puissance dans le moteur et on utilise cette formule. Cette année, il y aura, puisque nous avons les moteurs. Mais ça ne serait pas comme avant, où il faut calculer toute la chaîne de puissance concernant les systèmes, les engrenages, les systèmes de transformation de mouvement, etc. Tout ça. Mais on peut avoir des calculs de puissance concernant le moteur. Bien. Comme source d'énergie, on peut trouver les piles et les accumulateurs, donc les
les batteries d'accumulateurs comme ici, une batterie, ça veut dire une série d'accumulateurs. Un accumulateur, c'est comme une pile, un élément qui est dans la tension élémentaire, on l'appelle accumulateur, et là, une série d'accumulateurs en série et en parallèle donne une batterie qu'on trouve dans la voiture, par exemple. Eh bien, donc là, c'est les piles que vous connaissez, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut retenir, ça fournit des tensions continues, comme l'indique ici le symbole. Tension continue dans le temps. Bien sûr, il y a une caractéristique. Cette tension continue, malheureusement, il s'use. Il va s'user, donc il faut changer la batterie ou bien la recharger. Il y a une caractéristique très importante qui nous indique combien ça va durer cette pile ou cette batterie. Donc, il y a ce qu'on appelle la charge électrique. La charge électrique ou la quantité d'électricité emmagasinée dans parce que c'est comme un réservoir d'électrons et vous allez le déverser. Et à un certain moment, il se déverse, il finit, il s'épuise. Ça y est, on n'a plus d'électricité. Donc, c'est une quantité d'électricité. Donc, il y a, par exemple, l'ampère. On peut exprimer soit en ampères-heure, soit en milliampères-heure cette capacité. Ça veut dire quoi, tout simplement? Imaginez que je vous donne un accumulateur et une pile, un accumulateur, parce que 10 ampères-heure, c'est difficile de le trouver dans une pile, petite pile. Donc, un accumulateur comme ça, 10 ampères par heure. 10 ampères-heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez rendre votre batterie, vous la branchez à une charge, par exemple résistive. Cette charge, par exemple, supposons que j'ai 12 volts, comme les batteries qu'on trouve dans la voiture, par exemple. 12 volts. Il y a aussi dans les motocyclettes, les mobilettes que vous avez, il y a des petites batteries aussi. Je ne sais pas combien, peut-être 12 ou 9, j'en sais rien. Mais la batterie de la voiture, c'est 12 volts. Donc, si je pense, j'ai 12 ohms ici, ou bien 1,2 ohms, pour simplifier. Le courant, c'est 12 sur 1,2. Ça nous donne 10 ampères. J'ai choisi les choses justes. 10 ampères, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? 10 ampères heure, ça veut dire cette batterie peut fournir 10 ampères à cette charge. Je ne sais pas ce que c'est, une résistance chauffante, n'importe quoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que c'est. Un moteur électrique. Cette batterie peut fournir cette tension 12 volts, peut tourner cette tension 12 volts avec un courant de 10 ampères pendant 1 heure. Après 1 heure, ça y est, il s'use. Si vous augmentez la résistance, vous diminuez le courant, ça veut dire 12 ohms par exemple. J'ai fait 1 ampère. Maintenant, je vais multiplier par 10 ici. Donc, j'aurai 10 heures. Je peux fournir 1 ampère pendant 10 heures, et ainsi de suite. Donc, c'est une règle linéaire. En fait, elle n'est pas tout à fait linéaire parce que cette équation n'est pas tout à fait linéaire, mais on approche de linéaire. Donc, il donne un peu moins. Mais normalement, c'est simplifié pour votre niveau, cette relation, on la considère linéaire. Et voilà. Ce qu'il faut retenir, retenez bien cet exemple, c'est aussi simple que ça. C'est une petite relation de linéarité. Bien, alors passons. Maintenant, la source continue, ça existe comme ça, mais ça s'use. On l'utilise pour les systèmes autonomes. Autonome, ça veut dire qu'ils fonctionnent sans le réseau triphasé ou le réseau monophasé. Par exemple, là-bas, la télécommande, votre téléphone portable, on dit que ces éléments sont autonomes parce qu'ils travaillent avec une batterie. Ils sont indépendants du réseau électrique que nous avons dans les maisons, etc. Ils travaillent avec des batteries. Et l'autonomie, ça veut dire combien il va fonctionner tant que la batterie est en bonne charge. Ce qu'on appelle l'autonomie d'un système électronique comme ça qui fonctionne avec des batteries. Bien alors, mais on peut fabriquer une tension continue avec quoi? À partir du réseau triphasé, ce qui est généralement le cas. Quand vous branchez votre téléviseur dans le réseau monophasé chez vous, le 230 volts, eh bien, ça veut dire pas que l'électronique qui est là, l'écran, toute l'électronique que vous voyez à l'intérieur de votre téléviseur, ça ne veut pas dire qu'il travaille avec 230. Il travaille uniquement avec des tensions faibles, 3 volts, 5 volts, 12 volts, etc. Mais c'est du continu. Il travaille avec du continu. On aurait pu le faire travailler avec une batterie, mais ce n'est pas pratique. La batterie, à chaque fois, il faut la charger, etc. Mais on l'a fait travailler à partir du réseau monophasé 230. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a transformé la tension. À partir du réseau monophasé ou triphasé, pourquoi pas. Donc, à partir de notre cas général, ce que nous avons dans les maisons, etc. Tout ce qui est domestique, à partir du réseau triphasé qui est alternatif et qui est très grand ici. Il peut arriver de 130
fois racine de 2, c'est à peu près 320, à peu près, je ne me rappelle plus, 320 volts. Et moins 300. C'est un signe très très grand de 50 Hz, 20 millisecondes ici la période. Il va nous donner une tension continue, par exemple 12, 5 volts, 3, etc. Il y en a beaucoup. Mais pour faire ça, il faut toute une chaîne de fonctions qu'il faut exécuter pour en arriver là. La première opération, c'est la transformation. Il faut abaisser le signal avec un transformateur. Voilà, donc je vais assez vite parce que, voilà, la première opération, donc c'est, là c'est, très vite. Voilà, la première opération, c'est la transformation. Donc, on transforme d'abord le signal. Qu'est-ce que c'est transformer? Seulement, généralement, on peut l'élever, mais généralement, on l'abaisse. Dans notre cas, on l'abaisse. La tension, elle était de 230 moins 230, pic de pic à pic. Maintenant, on va la rendre, par exemple, 12 moins 12, pic à pic, ou 18, 18. Ici, vous le voyez, elle est un peu amoindrie, d'accord? Elle est maintenant petite, d'accord? Première opération, mais elle est toujours, comment elle est toujours sinusoïdale, elle est toujours plus positif et négatif, alternatif. La deuxième opération, donc, comment on fait ça? On fait avec un transformateur. Un transformateur, c'est quoi? C'est deux bobines, d'accord, rapprochées l'une de l'autre. Dans la pratique, ils ne sont pas rapprochés comme ça. Ils sont rapprochés par un circuit magnétique, d'accord? Il y a un circuit magnétique qui les relie, mais on le simplifie, c'est celui-là. D'accord? Quand j'applique une tension ici, il crée un champ. À partir de ce champ, on crée une autre tension. Et la relation entre les deux tensions, la forme est la même. Sinusoïdal, sinusoïdal, carré, carré, à peu près. Carré, carré, c'est un peu limite, limite. Sinusoïdal, sinusoïdal. Mais le rapport des tensions est égal à ça. U2 sur E1 est égal à N2 sur N1. C'est quoi? Est égal à M. On l'appelle M, le rapport de transformation, du transformateur. C'est le nombre de spires. Combien de spires? Ces petites spires-là, vous les voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, si vous avez ici, vous avez un nombre de spires N. Si vous faites un nombre de spires la moitié, vous aurez la moitié. 230, 125, quelque chose comme 115. Faites le quart, ainsi de suite. C'est le rapport, il est linéaire. Voilà. Donc, si N2 est inférieur à N1, eh bien la tension E2 est inférieure à E1. C'est écrit ici. La deuxième opération, c'est le redressement. On va aller voir rapidement. Après, on va le redressement. On va redresser. C'est quand vous avez pris une barre qui est tordue et vous allez le redresser. D'accord? Donc, vous prenez ce signal-là et vous le mettez en haut. D'accord? Généralement, on le met comme ça, double alternance. D'accord? Mais celui-là, maintenant, il s'approche d'une tension continue. Toujours positif. C'est un pas en avant, mais ce n'est pas suffisant. Pas joli pour certaines applications. Pour certaines charges, ça marche. Mais pour les tensions avec lesquelles on va alimenter les systèmes électroniques, il faut une tension continue. Donc, la troisième opération, c'est le filtrage. On fait un système à base de condensateur et ça nous donne ça. C'est une tension presque continue, mais il a ce qu'on appelle une ondulation qui dépend de la charge et de la valeur de la capacité. Tant que la capacité est très grande, on aura une tension très filtrée et cette ondulation, cette petite variation sera très petite. Mais pour certaines applications aussi, c'est largement suffisant. On peut travailler avec ça dans certaines applications, comme par exemple un moteur, un relais, ça peut marcher. Ça marche même très bien. Mais pour les systèmes électroniques, ça va créer ce qu'on appelle des bruits, ça va se répercuter sur toute la chaîne de traitement de signal. Par exemple, s'il s'agit d'une radio, vous allez entendre la voix de la radio, d'accord, quelqu'un qui parle, mais en même temps, vous allez entendre ce signal, ce 50 Hz ou 100 Hz, vous allez entendre un bruit tout le temps, d'accord, un bruit qui circule tout le temps, un bruit, ce qu'on appelle un bruit de fond, d'accord. Et donc, il faut l'éliminer avec quoi? Avec la dernière opération qui est la régulation. La régulation, c'est l'électronique, c'est un circuit électronique. Bien, le transformateur, on l'a vu, le redressement, il y a deux types de redressement. Soit on redresse une seule alternance, c'est le redressement mono-alternance avec une seule diode. La diode conduit pendant l'alternance positive, ne conduit pas pendant l'alternance négative. Il est équivalent à un circuit ouvert, donc la résistance, il n'y a pas de courant, RI égale à 0. Voilà. Deuxième alternance, c'est la même chose, on utilise ce qu'on appelle un pont de Gretz ou un pont de 4 diodes. Gretz, c'est le nom peut-être du physicien qui l'a trouvé. Donc, on l'appelle généralement le pont de diode. Parce que c'est un pont, vous voyez, il y a un pont ici, voilà, une rive, et on prend ici le pont. La charge va se brancher ici. Va se brancher ici.
C'est dans le pont, c'est un pont. Là, voilà la charge. C'est comme si je l'ai mis ici. D'accord? Bah, il y a toujours deux diodes qui conduisent, l'alternance positive, vous suivez bien. Voilà. Voilà. Sens passant, sens passant. L'alternance positive, par exemple. L'alternance négative, je vais partir par là. Voilà. Et je ne vais pas toujours dans le même sens. Je vais le faire avec les couleurs. Voilà. Maintenant, je vais par là et je vais dans le même sens. Rappelez-vous, tout à l'heure, je suis passé par là. Voilà, je vais dans le même sens. Donc, dans les deux alternances, le signal dans la charge, elle est toujours positive, dans le même sens. D'accord? Alors, voilà. Et je reviens. Je pars par la fleur rouge, je reviens là. Je pars par là, le vert, et je reviens par là. D'accord? Il y a toujours deux diodes que conduisent. Regardez le sens passant ici, le sens passant ici, et ici le sens passant. Voilà. En général, parfois, l'année dernière, ou je ne sais pas, il y a 2 ans et une année, on a demandé de dessiner parmi les questions qu'on donne. Vous avez la tension sinusoïdale. Quelle est la tension ici? La forme. Ben, c'est un redressement double alternance. Je vais donner une remarque. N'oubliez pas, le redresseur tout seul avec la charge, ça donne ça. Exactement, un redressement double alternance. D'accord? Je vais faire une petite remarque après. Bien. L'année dernière, on leur a demandé, donnez-le. Ça, c'était caché, d'accord? C'était caché. Voilà. C'est pas joli. On leur a donné de donner le schéma du pont du 4 à 4 diodes. D'accord? Alors, ce que je peux vous apprendre comment d'une façon technique, mais ça, c'est pas le moment. Donc, je vais être pratique avec vous. Donc, vous avez le 4 diodes. Et voilà, vous faites ça, ce schéma, 4 diodes. Ou bien vous faites ce schéma. C'est encore plus facile, je pense. Pardon, le rouge. Et vous avez ici 4 diodes que vous allez mettre en place. Non, je ne vais pas faire ça. Vous avez ici 4 diodes que vous devez placer. La charge, suivez bien, la charge, elle se place là. Pardon. La charge, elle se place là. D'accord? Et la source alternative, il vient par là. Là, par exemple, c'est pas très joli ce que j'ai fait, mais ça bon, on peut aller. Voilà le source. Alors, comment je vais tracer les diodes? Tout simplement, là, regardez. Bien, je vais commencer par un peu plus. Bien, je pars par là. D'accord? Je pars par là, je trouve une diode. La tendance positive, je vais choisir ça comme positif. Parce que le signal est tantôt positif, tantôt négatif. Soit ça serait positif par rapport à ça. Le courant va partir de positif au négatif. Au contraire, on va le faire en vert. D'accord? Bien. Je pars à la charge. Je reviens. Il faut que je revienne là. Parce que je ne peux pas revenir par là. Je ne peux revenir que par là. Voilà deux diodes. Alors, l'alternance maintenant, c'est le contraire. Ici, je pars par là pour revenir là. Je pars par là. Je dois aller vers la charge. Je trouve une diode. Parce que le secret, c'est que je vais toujours partir, quelle que soit l'alternance, je pars toujours par là. De là vers là. Le sens du courant. Comme ça, pendant les deux alternatives, le sens du courant est le même, donc la tension est la même, elle est toujours positive, ou elle est toujours négative, ça dépend comment vous prenez la charge. Si vous inversez, vous trouvez tension négative. Bien, je continue, je pars par là, je ne peux pas revenir par là puisque je suis parti par là, donc je ne peux revenir que par là. Et voilà notre pont. Je ne sais pas s'il a une façon technique, mais retenez, l'alternative, vous prenez ce pont comme ça, l'alternative, il rentre toujours dans une anode et cathode. Anode et cathode. La charge est toujours dans deux cathodes, plus, plus.
Donc, autrement dit, je peux faire mon pont et je fais tout de suite ici, à 14, 14, ça va au plus. Et le moins de la charge, c'est toujours anode, voilà. Quand je vais là, je sais que le moins de la charge, il est relié à une anode, une anode et une anode. Et voilà, le tour est fait. Et bien, je prends la source alternative par là. Voilà, je vais pas. Donc, sinon, il faut le retenir par cœur, c'est tout. Si vous voulez, voilà, il est suffisamment d'explications pour le trouver d'une façon logique et scientifique. Mais sinon, vous pouvez l'abonner par cœur. Bien, la troisième opération, c'est le filtrage. D'accord? Le filtrage, eh bien, on ajoute, après le pont et la charge, on branche en parallèle avec la charge un condensateur. Ça change complètement les choses. Maintenant, si je prends cette tension, attention, si on vous dit maintenant, la forme de cette tension, eh bien, il n'est plus comme ça. Il n'est plus comme ça. Ça, le pont de diode, la source alternative, le pont de diode la charge tout de suite. Là, j'ai un signal purement sinusoïdal redressé double alternance. Une demi-alternance. Alternance positive, alternance négative, qui est devenue positive, ainsi de suite. D'accord? Comme ici, la même chose. Là, c'est mono-alternance, avec une seule diode. Alors là, faites attention, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une remarque. Si on vous demande le signal ici, il a changé, il est devenu ondulé comme ça. Là, il y a une démonstration mathématique très longue, mais apprenez tout simplement que la tension, vous dessinez l'origine du signal si vous voulez, c'est comme si c'était double alternance, le voilà, je vais le dessiner un peu en vert, voilà. C'est comme si c'était double alternance, mais normalement, il va devenir comme ça. Il se charge à travers la tension, ça c'est sinusoïdal, ça c'est exponentiel. Ça c'est sinusoïdal et ça c'est exponentiel. Sinusoïdal, exponentiel, sinusoïdal, exponentiel. Et cette ondulation-là, il peut être comme ça. Voilà, maintenant, si je fais ça, il peut être carrément comme ça. Voilà. Très grande, suivant la valeur de la capacité. Tant que la capacité du condensateur est très grande, cette ondulation devient presque comme ça. Dans certains cas, vous la voyez presque comme ça. Presque continue. Mais il y a toujours une ondulation, mais on ne la voit pas très bien, mais presque continue, avec un grand condensateur. Mais on ne peut pas toujours avoir un grand condensateur. On choisit un condensateur assez grand, il nous reste une petite ondulation qui est largement suffisante, qu'on élimine avec la suite, ce qu'on a dit, le régulateur. Là, il y a une formule, on n'a jamais utilisée, mais si vous voulez, cette delta R, voilà, cette delta U, elle dépend de quoi? Elle dépend de Vm, la tension maximale de tension sinusoïdale, Vm sinus oméga t, la période de 50 Hz, la charge que vous voulez contrôler, alimenter, et la valeur du condensateur. D'accord? On peut aussi mettre ça ici, voilà, F, 1 sur T, F est égal à 1 sur F, T est égal à 1 sur F. D'accord? Mais généralement, on ne la demande pas. Mais... Donc voilà, si on vous demande ce signal-là, celui-là, il est sinusoïdal réduit. Celui-là, il est sinusoïdal très grand. C'est le premier, 230 racine de 2. Celui-là, on l'a réduit suivant M. D'accord? On peut avoir 24, 12, 9, suivant ce qu'on veut alimenter ici. D'accord? Le pont redresseur sans le condensateur, je vais trouver ici. Ça. Redressement mais avec le condensateur, ça devient comme ça. Voilà ce qu'il faut retenir. N'oubliez pas. Donc, si on vous demande ça avec le condensateur, ça. Mais sur le condensateur, c'est un redressement double alternance classique. Bien, voilà tout ce qu'on peut dire sur ça. Ben, la régulation, donc à la fin, on ajoute, voilà, ouais, ici, le redressement, le filtrage, les formes des tensions, vous les voyez, signalisation très grand, réduit, ondulation, signal ondulé maintenant, avec le condensateur. Si j'élimine ça, vous aurez une tension redressée double alternance, mais ce signal-là n'est pas bien pour le régulateur. S'il n'avait pas le condensateur, et on branche le régulateur directement après le redresseur, c'est pas bien, ça ne va pas marcher le régulateur. Le régulateur, il lui faut une tension continue, ondulée, mais qui ne descend pas jusqu'à 0.
Voilà, après, nous avons, quel est le rôle du régulateur? Il vous donne une tension parfaitement stable, pas parfaitement, hautement stable, très stable. Par exemple, ça peut quelques dizaines de millivolts. 12 volts par rapport à 0,001 volts, c'est rien du tout. C'est presque continu. On trouve là, il y a plusieurs types de régulateurs. Le plus classique qu'on donne ici à titre d'exemple, c'est la série 78XX, ça veut dire comme celui-là, voilà, ce régulateur. On peut le trouver dans une carte électronique, tout ça. Là. Si vous voyez très bien ici, 7805, il est marqué. Ça veut dire que c'est un régulateur de 5 volts. Ça veut dire, une fois je lui donne, il est à l'entrée, E, d'accord, il n'est pas indiqué ici, on peut, voilà, input, output, l'entrée, la sortie, et le ground, c'est la masse, le point commun, d'accord, la masse, voilà. Si j'applique une tension ici non régulée, voilà, j'applique ici une tension non régulée, comme celle-là, par exemple, qui varie entre 9 volts et même, disons, 12 volts et 9 volts, voilà, 12 volts et 9 volts, par exemple. Celui-là, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner, comme l'indique son nom ici, 5 volts. Voilà, je vais la mettre en rouge. Une tension de 5 volts fixe. Mais il faut que la tension soit ondulée et supérieure à 0 pour que ça marche. Pas ondulée, elle peut être complètement continue. L'essentiel, si je dois avoir ici 5 volts, il faut que la tension ici dépasse 5 volts. 5 volts et plus, par exemple, comme ça, à partir de 6 volts. 6 volts et plus. D'accord? Pour que ça régule. C'est logique. Voilà ce qu'on peut dire sur tout ça. Ici, quel est le rôle de la diode LED? Ici, c'est une petite LED qu'on va alimenter. C'est une diode comme une diode, donc il fonctionne uniquement si la tension existe ici. La résistance, il lui limite le courant, parce que si je branche cette diode directement ici, il va s'endommager. Donc, elle a un seuil de 1,5 volts. Et là, par exemple, j'ai 5 volts ou 12 volts. Donc, il faut éliminer le reste. 12 moins 1,5 dans la résistance. Et suivant aussi le courant qu'on vous demande ici, on peut calculer cette résistance. D'accord? Le rôle de la diode, il va s'allumer, il va nous dire que la tension existe. Je peux ajouter ici une diode ici qui m'indique que la tension non filtrée et non régulée existe aussi. C'est un témoin de présence de la tension. On le fait très souvent, donc tous les appareils que vous avez dans la maison, il y a des LED. Le téléviseur, le décodeur, je ne sais pas quoi, le téléphone familial fixe, il y a des LED qui indiquent que ça fonctionne, que la fonction que vous êtes en train d'utiliser, il existe. OK? Bien. On a fini un peu avec ce qu'on appelle l'alimentation continue électrique. Maintenant, on va attaquer les alimentations pneumatiques. Ben, donc, le principe de l'énergie pneumatique, malheureusement, je ne l'ai pas fait dans son résumé, donc ça prend aussi de la place. Donc, il est dans le cours détaillé. Donc, le cours détaillé, si vous en avez, que vous avez fait avec vos professeurs. Bien, donc, le principe, c'est quoi? C'est comme si vous avez, comment on appelle ça? Une facha, en italien, une facha. Donc, je vais me rappeler. Un ballon. Donc, un ballon. نفخوه البرد من فمكم داكور تنفخوه تيعطيك ديك النفاخه داك le ballon تيتنفخ il gonfle. Qu'est-ce que vous faites? Vous comprimez l'air, تشد له وتدكسو تما تكومبريمي تضغط عليه دونك ملي تطلق ديك النفاخه تخرج بواحد l'air تيخرج بالزربه بواحد القوه. هذه هو البرانسيب ديال l'air comprimé. Donc le principe, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un réservoir, d'accord? On va prendre un réservoir. On va le remplir d'air. Par quoi? Par une motopompe, un moteur plus un compresseur, pardon. Motopompe, c'est dans l'hydraulique. Par un compresseur. C'est quoi un compresseur? C'est quand vous faites تتنفخوا في النفاخه وتتحبسوا وتحبسوها ما تخلوش البرد يخرج باش يبقى لا ميم شوز il fait la même chose. Donc تيدفع البرد voilà un compresseur voilà un compresseur. Ça c'est le réservoir. Un compresseur, donc il est animé par un moteur, généralement asynchrone. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? يدفع البرد هنا ما يخليش يخرج. كومبريمي l'air هنا ما يخليش واحد الوقت تيعمر هنا داكور تيولي هنا عامر بالريح تيكون كومبريمي داكور
cette fois-ci il a خرجنا هذا البر هذا الريح هذا خرجنا هذا l'air il sera avec une très grande force. C'est ce qu'on cherche. Voilà, c'est le principe d'une source électrique, une source d'énergie pneumatique. Bien maintenant, une fois la source est jette, je mets le ballon, le réservoir, on la représente comme ça. D'accord? Une fois la source pneumatique jette dans le réservoir, on la représente. Ça, c'est le symbole de la source de la pression. Jette dans la pression. Avant qu'il aille vers les applications, d'accord, les vérins, les distributeurs, etc., il faut qu'on lui fasse un traitement, ce qu'on appelle le conditionnement de l'air comprimé. C'est conditionner, les conditions باش يخدم مزيان في les appareils اللي بغينا. Mais أول حاجة les filtres. Parce que ici, quand on accumule de l'air, ici, تنجيبوا l'air هنا, هذا l'air ديال الهواء, الطلق اللي كاين في الهواء عندنا, air ambiant. Il est plein d'impuretés. Fait les impuretés صغيورين, التراب, la poussière, وفيه حتى الماء. الماء bien sûr سميتو مبخر, يعني la vapeur d'eau. حنا في فاس ما عندناش بزاف باسكو عندنا l'air sec, mais في المدن الشاطئيه les villes côtières, il y a comment dirais-je, assez d'humidité. D'accord? Donc, غيدخل لنا حتى الماء هنا غيدخل. الكوندونساتور ملي غنطلقوا يجي يدخل لينا il va entrer dans toute l'installation ديالنا غيمشي فيها. Conclusion, تعرفوا vous connaissez ce que peut faire l'eau, il peut faire la rouille, يدير لنا الغوي يصدي لنا donc la rouille, et donc les appareils مع الوقت غيبداو يفسدوا. OK? Voilà, donc il nous faut un filtre qui filtre d'abord l'eau, pardon, les poussières, d'accord? Parfois, on trouve même ici, quoi, comme ça veut dire une purge qui va purger داك الماء اللي تيتجمع. عندنا واحد البوشون وتنحلوه داك الماء تيمشي. D'accord? Alors, on a un filtre qui filtre les impuretés. On a un régulateur de pression, d'accord? On a généralement le pneumatique, il ne dépasse pas 10 bars. Par exemple, généralement, on travaille avec 6 bars. Bah, là, tu règles avec ce réglage-là, il y a une vis qu'on règle et qu'on indique au système, à ce petit régulateur, c'est celui-là. D'accord? On lui indique que, s'il te plaît, ne dépasse pas d'ici bas. Et oui, il s'arrange. Si la pression ici augmente trop, donc il va la diminuer pour la rendre à 6 bars pour protéger la suite. Parce que la suite, on veut 6 bars. Ça veut dire, si on veut 6 bars, on veut 6 bars. Ça veut dire 10 bars, c'est mauvais. Et là, c'est un manomètre, un appareil qui mesure la pression, tout simplement. Il va vous indiquer, par exemple, 6. Petit appareil, le voilà. Après, donc, il y a un lubrificateur. C'est quand un lubrificateur, regardez le réservoir d'huile, un petit réservoir d'huile, voilà. فاش لا بريسيون تتمشي تتجرب معها واحد شويه زيت غير غوتليت ماشي كلشي مره ما تدير بتيت غوتليت وتتبخرها لا بولفيريز تتصيفط مع داك لا بريسيون داك نقيض الزيت تتشتت الى اون دي اون فرونسي الى بولفيريز وتمشي في لي زاباراي لي فيران لي ديستريبيتور وتدير لهم ليبريفيكاسيون كوم فو كونيسي لا ليبريفيكاسيون ميكانيك سي انتريسون pour faciliter le mouvement, etc. Voilà, donc ça c'est fondamental donc, pour une alimentation en pneumatique. Donc il y a un truc qu'il faut connaître aussi, la relation fondamentale en pneumatique, c'est la force est égale à la pression fois la surface. Donc une force surfacique, non ponctuelle, une force en surface. D'accord, il faut retenir ça. Ça aussi, tout ça, on peut le résumer en ça. Filtre, voilà. Régulateur de pression, voilà. Symbolisé par le manomètre, et la goutte d'huile, ici, ça nous rappelle lubrificateur. Tout ça, unité, filtre, régulateur, lubrificateur. Et là, une vanne, j'ai oublié de la faire ici, la vanne ici, on peut la mettre ici. La vanne, c'est comme ça, une vanne, بحال روبيني. Vous voyez, بحال روبيني, غير هي ماشي بحال روبيني اللي عندنا في la cuisine, on plusieurs tours, là, un quart de tour, donc, en un quart de tour, ça ferme ou ça ouvre. Parce que الهدف ماشي هو أنا نخليو la pression تدوز بزاف ولا شوية. C'est fermer ou ouvrir. Donner l'ordre à la pression de passer ou la bloquer. D'accord? Donc, c'est une vanne. Donc, on a pratiquement les mêmes, on utilise les mêmes types de canalisation. بحال ديال الماء. Vous voyez, il y a un code, un coude, d'accord, etc., etc. Donc, je ne sais pas comment on appelle dans la plomberie,
C'est de la plomberie. On utilise les mêmes canalisations de l'eau, c'est la pneumatique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres éléments qu'il faut connaître. Donc, là, on peut généralement, quand on veut alimenter un verre à pneumatique, avant de l'alimenter, on intercale ça. Ça va venir juste après ici. C'est quoi ça? C'est un système anti-retour. Donc, tu envoies la pression par là. Tu envoies la pression par là, ça bloque, la bille bloque. C'est pas comme la diode. La diode, ça rappelle le passage du courant. Et là, ça montre le sens bloquant. Là, c'est un peu le contraire en hydraulique et en pneumatique. Donc, si tu envoies la pression par là, la bille vient se coincer ici et bloque le passage d'air. Donc, ça vous rappelle que c'est comme une diode, un clapet anti-retour. Ou une valve, on appelle aussi une valve. سبحان الله les valves اللي عندنا في القلب تيخليو الدم يمشي في واحد السونس وما يخلوش يرجع. Les valves, les كاينين deux types de valves maintenant. OK. Voilà. Quand la pression vient par là, il va pousser la bille et l'air va circuler par là. Donc, ça laisse passer la pression dans un sens, comme la diode laisse passer le courant dans un seul sens. Là, donc, je vous donne le schéma mécanique vraiment. Donc, vous voyez, donc, si j'ouvre cette vis, l'air va passer bien. Si je la ferme, ici, je vais fermer ce passage et je vais diminuer le débit d'air. D'accord? Bien, alors, ici, nous avons un réducteur, voilà, pardon, ça, c'est pas le clapet, c'est le réducteur, l'étrangleur. Le ballon, si on le remplit de l'air, وشدينا وزيرنا ليه الراس ديالو وخلينا تخرج تخليوش داك البرد يخرج بزاف دونك تنديمينيو لو ديبي لا سي لا ميم شوز تنقولوا تنقجوها اون ليترونغل داكور سي ان étrangleur فوايا دونك ها البرد دايج هنا وغنétrangler وما يخليش يخرج بزاف ben c'est ça هو اللي فسرت لكم دابا دونك si la vis est complètement remontée donc l'air est pas regardez je vais le mettre en blanc voilà. L'air va passer complètement. Elle est libre. Mais si je fais ça, je laisse uniquement une partie qui passe. Et ça dépend de la vis. Je peux même carrément l'écraser, l'étrangler complètement, en fonction de la course de la vis. D'accord? Là, c'est un étrangleur. Avec ça, on peut régler les débits pour laisser, par exemple, une charge sortir avec un vérin. La tige sort doucement ou avec une grande vitesse. Là, c'est la même chose, mais il y en a deux. Dans un sens, c'est étranglé, c'est réduit, et dans l'autre sens, ça passe. Voilà, dans ce sens, voilà. Ça ne peut pas passer comme ça, ça ne peut passer comme ça, mais ça serait étranglé. D'accord? Alors, je vais le dessiner d'une autre façon. Voilà. Ça ne peut passer que d'une façon étranglée. Et l'étranglement dépend, réduit, et ça dépend de le réglage. Et dans l'autre sens, d'accord? Donc, pardon. Dans l'autre sens, la bille va être écartée et on va passer complètement. Ici, je passe complètement. Le plein débit. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle le silencieux. Un silencieux, c'est quand on laisse échapper, on va voir ça donc avec les vérins, quand on laisse échapper l'air, donc il va faire des bruits. Donc, pour faire moins de bruit, donc voilà, une fois l'air, il va passer par là. Normalement, sans ça, il va aller dans l'air directement. Sans ça, il va aller dans l'air directement, mais avec ça, il va passer par ça et il va être réduit avec ce petit système donc qu'on appelle le silencieux. Voilà, donc on en arrive à l'installation hydraulique. D'accord, donc là c'est pratiquement la même chose. C'est la pression, d'accord, mais pas par l'air comprimé, par de l'huile. Là, l'avantage, c'est pratiquement le même principe, mais maintenant, l'huile, elle est plus dense que l'air comprimé, donc il vous donne plus de puissance, donc plus de pression. Ça peut aller jusqu'à 350 bars. Et avec le pneumatique, on va typiquement jusqu'à 10 bars typiquement, mais même on peut aller jusqu'à 30 bars, c'est même à répondre. Je l'ai peut-être dit dans le cours détaillé.
Donc 30 bars, 10 bars, typiquement c'est 10 bars. 350 bars par rapport à 10 bars, c'est énorme. C'est pratiquement 30 fois, plus que 30 fois. Bien, une centrale hydraulique, donc comment elle est faite? Donc le principe, c'est utiliser l'huile. Donc nous avons un bac d'huile, un réservoir d'huile. C'est comme là-bas, nous avons un réservoir, un accumulateur de l'air comprimé. Là, nous avons un réservoir d'huile. D'accord? Cette huile-là, on doit la pousser. Alors, comment on va la pousser? L'air comprimé, il sort tout seul. Avec la pression, il sort tout seul sous haute pression et sous grande vitesse. D'accord? Là, l'huile, elle est stable, elle est tranquille, elle est statique. Il faut le tirer avec quoi? Il vous faut une pompe. Comme par exemple dans un puits, donc vous avez besoin de tirer de l'eau, vous faut une pompe à eau. Là, c'est la même chose, mais c'est une pompe à huile, un peu spécifique. Donc, cette pompe, pour qu'il fonctionne, ben, il lui faut un moteur. C'est pour cela qu'on appelle ça une motopompe. Sinon, un moteur, une pompe hydraulique. Le sens, ça indique le sens de la pression. Donc, le moteur va tourner, la pompe va tirer de l'huile. Bien sûr, un petit filtre, comme tout à l'heure, avec le pneumatique, avec l'énergie, avec l'air comprimé, un filtre qui va, parce qu'avec le temps, parce que tout l'huile qu'on va utiliser ici, on va l'envoyer aux applications, on verra tout ça, et il va revenir. Quand il va revenir avec le temps, il va revenir avec la saleté, les impuretés. Ils vont se condenser là. Le filtre, il les refiltre. À chaque fois, il le refiltre, bien sûr, à un certain moment, il faut le changer. OK? Il faut même changer l'huile. D'accord? Voilà, donc il y a un filtre, donc un moteur qui entraîne une pompe qui tire de l'eau et que l'on voit vers comment dirais-je, vers les applications maintenant, les vérins, les distributeurs, comme on verra. Bien, alors, seulement, là, on trouve toujours ça. Ça, c'est quoi? C'est un limiteur de courbe. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire? La pression ici, la pression hydraulique, elle est dangereuse. C'est 350 bars, c'est dangereux. Donc, si jamais j'ai réglé mon système à 300 bars ou 100 bars et je ne veux pas que ça dépasse 100 bars, c'est parce que c'est dangereux pour l'application et pour les personnes. Donc, il faut que je dois avoir un système qui me limite la pression. Donc, si la pression est bonne, regardez, pas de problème, cette pression ne revient pas ici. Parce que la flèche, elle est décalée par rapport à la ligne. D'accord? Mais une fois on dépasse une certaine fréquence qu'on règle, pardon, une certaine pression qu'on règle avec ça, elle est réglable. Ça veut dire qu'elle est réglable. Les pointillés indiquent que le système lit la pression. Il dépend de la pression. Il lit la pression. Un système pas intelligent, ça ne veut pas dire qu'il a un capteur, mais mécanique. C'est un peu mécanique. D'accord? Mais il lit la pression, parce qu'on dit il lit la pression, c'est comme s'il y a un capteur et il y a ici un système électronique. Non, c'est tout simplement mécanique, mais ça lit la pression. En fonction de la pression, s'il dépasse la valeur qu'on a réglée ici, ça, il va passer là. Cette flèche devient ici et la pression revient par là. Donc, c'est comme si on a un surplus, on l'a renvoyé par là et la pression maintenant, il va diminuer ici. Le système sera protégé. C'est ce qu'on appelle un limiteur de pression. Voilà, donc là, c'est des formules qu'il faut aussi connaître. Donc, le débit, c'est quoi le débit? D'abord, la cylindrée, c'est quoi la cylindrée? La cylindrée, donc, est le volume de fluide déplacé par une pompe pendant une révolution. Donc, la pompe, il tourne par le tour du moteur, par la rotation du moteur. Quand il tourne, à chaque tour, il va envoyer un certain volume dans la charge. Il va sortir un certain volume. Donc, ça dépend du système qu'il y a dans le système, le principe de fonctionnement de la pompe. Et c'est une donnée là. C'est une donnée qu'il faut connaître. Donc, c'est une. Donc la cylindrée, c'est une donnée qu'on vous donne. Donc, il s'exprime en mètres cubes par tour, d'accord? Chaque tour, il envoie un certain volume. Ou bien, le mètre cube, on peut le convertir en litres. Parce que parler d'un litre, c'est mieux que parler de mètre cube. Je vous dis, je vous envoie 3 litres par seconde, c'est pas comme je vous dis mètre cube par, je ne sais pas quoi. D'accord? Le litre, c'est plus parlant. Donc, c'est pourquoi là. Mais le scientifique, donc, on verra ça dans les autres formules, on va parler de litres par minute par seconde, mais généralement, c'est le mètre cube par seconde. Le débit, par exemple, c'est le mètre cube par seconde. C'est le système international. Mais on le convertit dans le système pratique, litres par seconde, parce qu'on le sent mieux. Le litre, c'est mieux que le mètre cube.
D'accord? Donc, c'est une donnée qu'on vous donne. Combien la pompe sort de volume par tour ou par litre par minute, litre par tour, mètre, sachant qu'un mètre cube est égal à 1000 litres. Ça, une formule qu'il faut se rappeler, vous la connaissez, mais il faut se rappeler parce qu'il vous sera utile dans les conversions de ce type de grandeur. Le débit, c'est quoi le débit? Le débit, donc, c'est une vitesse. Combien de volume par temps? D'accord? Donc, on sait que la cylindrée par tour, combien par minute? C'est par le nombre de tours par minute. D'accord? Parce que la vitesse, c'est quoi? Tours par minute. La vitesse, la fréquence de rotation. C'est aussi simple que ça. Donc, le débit, c'est la cylindrée qui est donnée fois la vitesse aussi qui est donnée du moteur. Et il y a la puissance, c'est rare qu'on donne ça, mais on la donne quand même. Même ça, c'est rare qu'on le donne aussi. Donc, c'est la puissance fournie par le fluide de sortie de la pompe. Donc, c'est quoi? La puissance, c'est le débit fois la pression. Petit p, la pression pour ne pas les confondre. Donc, ces deux formules, ça concerne l'hydraulique, mais personnellement, c'est rare que je les vois, je les vu. Donc, peut-être ça, on l'a donné, je crois, il y a très longtemps dans un examen. C'est le 2009, si ma mémoire est bonne. Un compresseur, c'est normal. Parce qu'on travaille dans un compresseur et on a besoin de savoir combien ce compresseur envoie comment dirais-je, de l'air par volume. Voilà, donc on a terminé cette partie alimentation. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va attaquer la fonction convertir et distribuer, et concernant aussi bien les circuits électriques que les circuits mécaniques, plutôt pneumatiques et hydrauliques.